je voudrais juste avant vous présenter rapidement Juliette et Gérard, avant que la soirée débute et de leur laisser la parole. Juliette Marne habite à Muret depuis 3 ans à peu près. Mais c'est quelqu'un qui a... Et Gérard est aussi muretin, donc pour nous c'est une chance de plus d'avoir parmi nous à la médiathèque des vrais muretins ou qui ont pris la culture muretaine en tout cas. Donc Juliette a toujours voulu être écrivain, mais a travaillé avant en freelance dans plusieurs maisons d'édition. Milan, Glénat, La Martinière entre autres, les cahiers du cinéma aussi. Et vous avez aussi pas mal écrit pour des livres documentaires. Voilà. Depuis 1 an, en fait, elle a arrêté tout travail éditorial pour vraiment se consacrer à l'écriture. Donc, vous êtes bien ancré, ce que je disais, dans la vie muretaine, puisque vous avez été chroniqueuse littéraire à Radio Muret pendant 3 ans, à Radio Occitanie aussi, et où là, vous parliez surtout de littérature étrangère, et en particulier américaine et latino-américaine. Et vous lisiez des extraits aussi des textes que vous présentiez. Vous avez tenu un blog aussi, pendant plusieurs années, des chroniques littéraires sur BiblioOps. Voilà. Donc vous êtes vraiment plongé dedans. En plus, à Muret, vous avez fait partie du prix du jeune écrivain pendant 10 ans, en tant que bénévole, et vous étiez vraiment partie prenante de l'association. Vous assistiez à tout ce qui était... Vous étiez animatrice dans l'association. Voilà. Votre pseudonyme Marne vient à la fois de l'argile utilisée dans la sculpture et aussi de la rivière de votre enfance, puisque vous êtes originaire de la région parisienne. Quels enfants? Ah, je les ai trouvés. Voilà. Donc, la tache bleue est votre premier texte, c'est un recueil de nouvelles. Et c'est une dizaine de nouvelles, on dirait bleu comme la couleur du ciel, bleu comme la couleur de l'eau, qui renvoie à la vie, à la profondeur et aux forces infinies de l'esprit. Toutes vos nouvelles, je ne vais pas en dire long, puisque après vous allez présenter votre texte, sont liées à la vie, que ce recueil parle à la fois de racisme, de mort, de grève d'organes et d'autres sujets qui sont vraiment la base de notre existence. Vous avez une écriture très imagée, influencée par les images aussi que produit Gérard Lartigue, et c'est pour ça qu'on va revenir à Gérard et on va en parler tous les deux. Par exemple, la couverture du livre, vous avez le tableau aussi, donc vous pourrez en parler tout à l'heure, je viens de l'original du tableau. Voilà. Donc, vous puisez votre inspiration dans le quotidien, mais en même temps inspiré par le fantastique et le rêve. Voilà. Après, j'arrête parce que vous allez parler plus de votre livre, et je vais parler un petit peu de Gérard Lartigue, qui est donc peintre et sculpteur. Et vous êtes à Muret depuis maintenant plusieurs années, où vous êtes bien connu dans la région, vous avez remporté des prix en tant que sculpteur régulièrement. Tout jeune au départ, vous êtes orienté vers la peinture et vous avez commencé à peindre au départ. Mais très vite, même dans la peinture, votre sujet de prédilection s'est vu et ressenti, vous peignez déjà des visages. Et vous avez eu un diplôme de Beaux-Arts, vous êtes parti en Suède pour parfaire vos études, et vous êtes arrivé ensuite à Toulouse. Voilà. Donc, après un début où vous êtes beaucoup consacré à la peinture, vous êtes complètement dirigé vers la sculpture. Vous savez, ce qui est intéressant, sans en reparler après, c'est que vous savez, d'une manière inerte qui est l'argile, faire ressortir un visage expressif et vivant. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux qu'on va pouvoir revoir et rediscuter. Ce que je voulais juste dire, c'est que votre atelier maintenant est à l'ancienne briqueterie, donc où chacun peut aller admirer, faire un buste aussi, sans problème, voir tout ce qui est exposé. Donc, ce qu'on va faire maintenant, Juliette va vous présenter un petit peu l'exposition et son contexte, regard d'écrivain sur le monde, le regard de l'artiste sur ses œuvres et le regard de Juliette nourri
par les œuvres de Gérard. Qui regarde qui? Les écrivains posent leurs yeux sur le monde, ils l'auscultent, le contemplent, le critiquent. Chacune de leurs visions enrichit la nôtre. Chaque écrivain a un regard bien à lui. Antonin Artaud, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett, Borges, Italo Calvino, Albert Camus, Jean Cocteau, Nadine Gordimer, Günter Grass, Claude Lévi-Strauss, Yukio Mishima, Patrick Modiano, Marie Ndiaye, Salman Rushdie. Mais aussi Cabu, Wolinski, Charb, Tinius Honoré et Bernard Maris. Ces 20 écrivains et journalistes d'horizons variés ont tous cherché à élargir notre conscience. Dans un article écrit en 1939, juste après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Albert Camus donne les 4 vertus nécessaires du journalisme. La lucidité, le refus, l'obstination et l'ironie. Que nous dit-il sur l'ironie? On peut poser en principe qu'un esprit qui a le goût et les moyens d'imposer la contrainte est imperméable à l'ironie. On ne voit pas Hitler utiliser l'ironie socratique. L'ironie est donc une arme sans précédent contre les trop puissants. Un journaliste libre en 1939 ne se fait pas trop d'illusions sur l'intelligence de ceux qui l'oppriment. Il est pessimiste en ce qui regarde l'homme. Une vérité énoncée sur un ton dogmatique est censurée 9 fois sur 10. La même vérité, dite plaisamment, ne l'est que 5 fois sur 10. Cette disposition figure assez exactement les possibilités de l'intelligence humaine. Elle explique également que des journaux français, comme le Canard enchaîné, puissent publier régulièrement les courageux articles que l'on sait. Un journaliste libre est donc nécessairement ironique, encore que ce soit souvent à son corps défendant. Mais la vérité et la liberté sont des maîtresses exigeantes puisqu'elles ont peu d'amants. Voilà une introduction très solennelle. Donc, par un effet de miroir, la personne qui lit un livre reçoit à l'intérieur d'elle la vision de l'écrivain. Son monde s'en trouve changé pour toujours. Il est un peu plus large, un peu plus ouvert. Une citation de Wolinski. « L'humour est le plus court chemin d'un homme à un autre. » De Charb. C'est très difficile de jongler avec le second degré dans un monde où tout le monde est pris au premier. De Bernard Maris. Mais faisons un rêve. Lorsque l'économie et les économistes auront disparu, ou du moins auront rejoint l'arrière-plan, auront aussi disparu le travail sans fin, la servitude volontaire et l'exploitation des humains. Régneront alors l'art, le temps choisi, la liberté. Gérard Lartigue, sculpteur, comme nous disait Isabelle Bastide, ne se considère pas comme l'auteur absolu de ces bustes exposés. Il se voit plutôt comme l'interprète d'un visage qui est pour lui l'œuvre créée par l'être humain qui possède ou possédait la tête en question. Chaque personne passe toute une vie à sculpter son propre visage, tandis que l'artiste passe quelques jours à le figer dans l'argile. Le visage est une mine d'informations. Le sculpteur recherche dans chaque trait les idées, les expériences, les peines et les joies. Toutes les marques
laissé sur chaque millimètre de peau par le passage du temps. Par son travail de sculpteur, l'artiste perçoit petit à petit la personnalité de l'écrivain. Et le regard est le plus difficile à réussir. C'est l'élément essentiel du portrait. Dans le cas où en plus Gérard sculpte un écrivain, il retrouve dans son visage la force de son engagement et peut-être aussi son caractère. Ces écrivains dont vous voyez ici les bustes, il y en a 14 autres en haut, ont tous élargi mon univers intérieur. On rejoint l'idée de la tache bleue. L'écriture, pour moi, c'est un paradoxe. Est-ce que c'est un travail ou est-ce que c'est une inspiration? Il faut se mettre dans un certain état d'esprit pour écrire. Il faut plancher comme un dessinateur sur sa planche, mais le résultat doit être empreint de la grâce initiale de l'inspiration. Le spectateur ou le lecteur ne doit pas se rendre compte de la somme d'efforts qui ont été nécessaires. Pour moi, l'écriture, c'est conquérir un espace de liberté intérieure. C'est faire tomber des barrières, sortir des cadres, sortir des codes. Et à chaque fois que je lis un de ces écrivains et que je découvre un nouvel univers, cela me permet, moi, d'aller un petit peu plus loin dans mon propre espace de création. C'est en cela que, pour moi, les créateurs peuvent ouvrir des chemins aux autres, parce qu'ils les ont eux-mêmes parcourus avant. Et voilà. Donc, merci beaucoup Juliette pour cette présentation. On commence à vous connaître après ce qui vient d'être dit. On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur sur votre travail, sur les quelques 10 nouvelles qui composent ce recueil de la tache bleue, qui est disponible à la bibliothèque, que vous pouvez emprunter et que vous pouvez lire. Alors, Juliette, vous êtes une jeune auteure, née dans les années 70, on n'en dira pas plus. Vous abordez le secteur du livre par la porte de l'édition, Isabelle nous l'a dit, en travaillant dans 2 ou 3 maisons parisiennes avant de redescendre chez Milan à Toulouse. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le pourquoi d'un parcours scientifique qui n'est pas commun avant le passage au Mirail, qui lui est un peu plus passage dans la vocation littéraire? Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, quand j'étais adolescente, en fait, j'étais intéressée par la connaissance un peu dans tous les domaines. J'ai une petite anecdote à raconter en classe de terminale, donc en terminale en bac C, à l'époque c'était le bac C. Donc moi, dans les cours, un petit peu tous les cours, dès que j'avais fini mes exercices de maths ou de physique, je sortais toujours un livre de mon cartable pour un livre de littérature pour le lire. Et en fait, un jour, le prof de maths ou de physique m'a dit « Non, mais tu ranges ton bouquin, quoi ». Et ça m'a énormément indignée, parce que moi, dans la mesure où j'avais terminé, où je ne dérangeais pas les autres, je trouvais sûrement déjà à l'époque, on cloisonnait beaucoup les choses, et que c'était quand même inconcevable qu'on m'empêche de lire un classique de littérature, même si c'était un cours de maths ou de physique. Donc je pense que j'avais déjà cette envie de relier des domaines très, très, très divers. Néanmoins, à cette époque, vous ne refusez pas l'écriture tout de même. On peut pas, ou plutôt, est-ce que vous avez le sentiment que l'écriture n'est pas pour vous à ce stade-là, quand vous rentrez dans cette faculté scientifique? Est-ce que vous vous dites non, finalement, soyons réalistes, nous sommes dans une société où ça doit être bien ancré, où il faut faire quelque chose pour gagner sa vie? Est-ce que finalement, j'ai pas plutôt intérêt à faire du scientifique que de faire de la littérature? Ouais, je pense qu'il y a les deux choses, c'est-à-dire que s'engager dans l'écriture, pour moi, c'est un acte profondément engageant, donc c'était pas forcément évident de le mettre en œuvre à 18 ans. Je savais pas non plus ce que je voulais exprimer, donc je voulais peut-être écrire, mais écrire quoi, ça c'était la question. Et puis ça, je m'en suis rendu compte plus tard quand j'ai vraiment voulu commencer à écrire. Je me suis rendu compte que c'était très difficile parce que ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. Le système scolaire et l'éducation qu'on reçoit en fait n'aident pas du tout les enfants à s'exprimer de manière créative. Au contraire, je trouve qu'on leur met beaucoup de bâtons dans les roues. Et donc moi, il m'a fallu des années pour trouver des méthodes et des moyens de retrouver
le goût du jeu, la joie, et voilà, ces choses très, qui sont le côté bleu justement et pas le côté tache de l'écriture. Ça a été très long. Pour autant, est-ce qu'avec le recul, vous pensez que le passage vers la voie scientifique a une influence sur votre écriture? Et sincèrement, on a l'impression que le mot est toujours juste, qu'il a été pesé, il n'est pas là par hasard le mot. Malgré tout, est-ce que ce cursus a été une façon de canaliser votre écriture? Effectivement, je pense qu'il y a vraiment une influence. Par exemple, alors j'ai pensé aux mathématiques. Quand on avait les cours de mathématiques, moi, tous les mots qu'on utilisait, c'était un prétexte à l'imaginaire. Donc, par exemple, le mot racine carrée, qui évoque les racines, ou même l'intégrale. Alors, l'intégrale, c'est le symbole en S, comme ça. Là, je dois rappeler des bons souvenirs à plein de gens, je suis sûre. Et donc, l'intégrale, pour moi, il y avait la notion d'intégrer, donc d'intégrer quelque chose en soi, donc de remonter dans le passé. Voilà, il y avait ça, même... Alors aussi, il y avait le fait que, en mathématiques, on utilise des lettres grecques, qui sont en fait des symboles. Et chacune de ces lettres, pour moi, c'était un prétexte à l'imaginaire. Juste pour compléter, il y a le buste de Claude Lévi-Strauss là-haut, et une des citations qu'on a mise, c'est « Peut-être découvrirons-nous un jour que la même logique est à l'œuvre dans la pensée mythique et dans la pensée scientifique, et que l'homme a toujours pensé aussi bien. » Et moi, je suis profondément convaincue de ça. Je pense que si on va suffisamment loin dans un domaine, au fond, tous les domaines de connaissances se rejoignent. Il n'y a pas d'un côté la littérature qui permet juste de rêver et de partir dans des choses délirantes, et d'un autre côté la science qui dirait la vérité. Je pense que c'est au contraire, que c'est toutes les disciplines, si on va suffisamment loin dans la pensée, finissent par se rejoindre. D'accord. Donc à la suite d'un parcours atypique, nous l'avons vu, nous voici aujourd'hui réunis autour de votre recueil de nouvelles, donc La Tache Bleue, aux éditions Osas. Pour autant, ce n'est pas votre première publication, puisqu'une précédente nouvelle appelée La Poupée, qui est une histoire un peu plus brute, est parue dans un recueil de nouvelles issues des ateliers d'écriture de Lombez. Alors justement, que vous a apporté le passage par Lombez? Une libération? Une révélation? Oui, c'était des ateliers d'écriture sur plusieurs jours. Donc ça permettait de vraiment avoir le temps d'entrer dans l'écriture. Et je crois que ça, comme j'écrivais des choses très éparses, mais sans arriver à finir quelque chose, tout à coup, le fait d'avoir un cadre très clair, c'était voilà, il y a tel sujet et tu as tant de temps pour l'écrire, ben, moi ça m'a libérée, ça m'a permis d'écrire ma première histoire très rapidement. D'accord, donc La Poupée. Voilà, La Poupée. Je vous le disais, donc cette histoire est beaucoup plus brute par rapport au contenu de La Tache Bleue. Il y a énormément de poésie et de couleurs dans ce livre-là. C'est justement, c'était important de trouver La Poupée, je l'ai cherché, ce texte, pour me rendre compte de la différence dans votre écriture. On sent que c'est beaucoup plus brut, alors que là, c'est, j'allais dire, beaucoup plus arrondi, beaucoup plus posé, beaucoup plus coloré aussi. Donc, est-ce le travail de votre compagnon Gérard Lartigue qui a eu une influence sur votre écriture? Et plus largement, quelle est la place de l'art dans votre parcours et votre travail? Alors, c'est sûr qu'il y a une influence que je ne mesure pas forcément bien, vu que j'ai les œuvres sous les yeux tout le temps, donc il y a une influence qui est très très importante. J'ai eu peu d'éducation artistique, donc c'est vraiment une fois que j'ai connu Gérard que j'ai commencé à m'intéresser aux beaux-arts et que j'ai commencé à fréquenter des musées, parce que je n'étais pratiquement jamais allée avant. Et donc en voyant des tableaux de Picasso, moi ça me parlait très peu, je dois dire, donc je demandais à Gérard de m'expliquer un tout petit peu, et petit à petit, c'est un peu ce dont je parlais pour les écrivains, ça a élargi mon univers. Une autre chose très importante, c'est que je pense que j'ai commencé à donner une importance plus grande effectivement aux rêves, aux images et à tout ce qui n'est pas rationnel. Donc c'était aussi de nouveau un moyen d'aller contre une éducation très très rationnelle qu'on a à l'école, enfin qu'on a en France, et qui est un héritage
enfin que je ne renie pas du tout, mais c'est difficile de sortir de ça, et pour bien écrire, il faut aussi sortir de ça. Donc ça m'a permis, par exemple, d'accepter, de m'inspirer de mes rêves ou de choses qui n'avaient pas l'air sérieuses. Voilà, petit à petit, de me donner cette liberté-là. D'accord. Et par extension, on peut poser la question à Gérard, justement. Est-ce que aujourd'hui, vous pourriez prendre une nouvelle de ce recueil et la mettre en peinture? Et si oui, alors laquelle? Ça va aller plus loin. Avec ma voix, c'est que ça ne marche pas comme ça pour faire un tableau ou faire une sculpture. En fait, la façon qu'on a pour s'influencer l'un l'autre, c'est plutôt entrer dans le monde de l'autre et se mettre à le partager, à l'explorer. Et ça nous met dans un état d'esprit qui mène à faire un tableau, mais ça n'a pas un lien direct avec la structure d'une nouvelle ou la structure d'un roman. Du tout. Mais il faut se nourrir tout le temps de... Moi, je me nourris de toutes les nouvelles qu'écrit Juliette, de tout ce qu'elle écrit, parce qu'elle écrit des millions de choses à côté pour arriver à une seule nouvelle. Et tout ça me sert comme de la nourriture pour mes tableaux, mais c'est pas direct, c'est même pas conscient. Donc, Justement, le passage. Quand vous commencez l'écriture du passage et que cette femme arrive au bord de l'eau, qu'elle pose ses lunettes, là, vous avez une description, je pense, voilà, est-ce que on pourrait le peindre, c'est tellement imagé, c'est tellement, oui, c'est tellement poétique, c'est plein de couleurs. Oui. Comment, voilà, l'art là-dedans, la peinture, et c'est... Laisse-moi dire de ça. Non, c'est que je vois ce que vous voulez dire, parce qu'on a très souvent l'idée que pour faire un tableau, il suffit d'avoir des images. Donc, on confond imagination avec faire des images. Et en fait, faire des images est très facile. Tout le monde peut faire des images et les coller sur un papier. Pour vraiment faire un tableau, c'est plutôt tout un langage qui est irrationnel. C'est un langage que chaque artiste crée. Il y a la palette, il y a le style de trait, il y a la façon de bouger l'huile sur la surface. Il y a millions de façons de faire de code de l'artiste, mais ce n'est pas directement lié à une image. Après, moi, par exemple, j'utilise les images comme structure. Donc, je peux partir d'un corps, par exemple, je dessine un corps. Mais après, ce qui est important est le langage que je vais utiliser pour remplir la toile, avec les couleurs, les lignes, tout. C'est ça ce qui va être important. J'en profite pour vous remercier du prêt pour la soirée, du tableau qui illustre votre recueil. Partez pas. Vous n'en voudrez pas, Juliette, si je lui pose une question. On va faire une petite aparté. La peinture, voilà, j'en parle, je le montre celui-ci, et derrière moi les caricatures. Alors pourquoi ces caricatures? Pour les caricaturistes, j'ai passé plusieurs jours à me demander quelle position prendre, parce que d'un côté je me suis dit que j'avais jamais lu Charlie Hebdo, et de l'autre côté ce qui s'était passé n'était qu'un symptôme. Bon, ça me semblait comme un symptôme de quelque chose de bien plus profond qui concernait notre rôle en tant qu'artiste. J'ai du mal à m'exprimer, je me reprends derrière l'image. J'ai alors décidé de bien étudier ce qui était en train de se passer. Ce qui m'a semblé très beau, c'est la réaction de la société qui, de façon spontanée, a réagi immédiatement et s'est manifestée en étant consciente du danger. C'est cela qui m'a fait comprendre qu'il s'agissait d'un événement qui nous concernait tous. On venait de s'attaquer à une valeur essentielle de notre univers. On ne savait pas très bien laquelle, mais on était tous convaincus qu'elle était la base de notre mode de vie. J'ai alors essayé de trouver s'il s'agissait bien de la liberté d'expression, mais j'ai compris que cela allait plus loin que ce concept déjà trop galvaudé. Il concernait plutôt cet espace indispensable pour la création, cet espace parallèle qui n'existe pas dans la réalité, mais qui nous permet d'expérimenter, de jouer avec les concepts, de nous tromper, de critiquer, de proposer des idées, de blasphémer, de se moquer,
Et tout ça pour éviter que la société devienne ankylosée ou rigide ou même extrémiste. Cet espace de création doit rester sacré. On le lie à la liberté d'expression car c'est bien grâce à elle qu'il peut exister. Mais c'est bien plus que ça. C'est l'univers créé par notre cerveau, par notre intellect, où nous pouvons tout imaginer, tout critiquer, où nous pouvons tout remettre en question. Donc on a tué vraiment des représentants directs de cet espace. Et pour nous, les dessinateurs sont comme des vaccins contre les ennemis de la culture. Donc c'est le mal, mais sa moindre expression pour combattre ce mal. Merci Gérard et bravo parce que c'est vraiment de la très grande qualité. Bon, Juliette, excusez-moi, revenons un petit peu à la substantifique moelle de ce livre. Non, non. Donc Gérard Lartigue dit de vous dans la préface de votre livre, et je cite, « Elle considérait l'écriture comme un besoin, un équilibre naturel. Elle m'a raconté qu'elle passait sa vie à attraper les mots qui flottent partout dans l'air, dans nos têtes, dans la matière, dans la lumière, que cela donnait un sens à son existence. » C'est beau. Ouais. Alors écrire pour qui, écrire pourquoi, Juliette? Alors, écrire pour qui, c'est pas pour un public précis. Ce que j'essaie, c'est de faire des histoires qui, à moi, me conviennent, me paraissent cohérentes et me permettent donc d'aller le plus loin possible dans l'exploration de cette liberté intérieure. Et pourquoi? Parce que si je le fais pas, au bout d'un moment, je déprime. Donc en gros, je suis obligée. C'est thérapeutique. C'est ça. Oui, plus que thérapeutique. Je pense que maintenant que j'ai donc réussi à aller un peu au-delà de ces fameuses barrières à la création et que j'ai trouvé ce fameux territoire où on peut expérimenter ce qu'on veut et qui c'est très ludique et on fait vraiment ce qu'on veut et voilà, j'ai plus du tout envie d'abandonner ça et au contraire ça nourrit chaque jour et ça donne une intensité à ma vie qu'elle n'avait pas avant, donc ça serait dommage. Après, la question du public, c'est vraiment dans un deuxième temps et c'est autre chose. Peut-être on a envie de partager ça, mais j'écris jamais en me disant j'écris pour tel style de public ou je voudrais arriver à... Non, ça non. D'accord. Alors, du coup, quand même, comment écrivez-vous? Parce que on va lire une nouvelle tout à l'heure. Moi, je serais curieuse de savoir comment voilà, vous faites pour qu'au final, on ait une nouvelle comme celle-ci. Si je prends La droguerie, c'est celle sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, est-ce que vous vous mettez devant votre ordinateur le matin ou devant une feuille blanche et puis que ça sort d'un seul coup? Ou est-ce que c'est un travail de plusieurs heures, vous écrivez, vous raturez, vous corrigez, vous reprenez? Comment travaillez-vous, Juliette? Alors, il y a souvent un premier jet de quelques paragraphes qui arrive assez facilement et qui n'est pas prémédité, on va dire. C'est-à-dire, avant d'écrire, je ne sais pas ce que je vais écrire. Donc j'écris et généralement, il y a la voix d'un personnage qui se met à parler. C'est beaucoup des textes à la première personne, d'ailleurs. Donc pour moi, c'est plus facile de passer par le jeu. Ça coule plus facilement de source. Et donc une fois que j'ai écrit quelques paragraphes sans trop réfléchir, je me relis et j'essaye de voir ce que veut ce personnage. Vous voyez, il est sorti de ma tête un petit peu tout seul, donc qu'est-ce qu'il veut, lui? Donc ce qui est difficile, c'est une fois que ce personnage a commencé à parler, où est-ce qu'il veut m'amener, qu'est-ce que veulent les autres personnages qui apparaissent. Et dans le cas d'une nouvelle, il faut que ça soit un petit univers très fermé, très cohérent. Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à mener au bout cette cohérence. Voilà, d'arriver à faire quelque chose qui soit coagulé, qui soit... Voilà. Et sinon, j'écris pas sur l'ordinateur au départ.
parce que l'ordinateur me met littéralement un écran entre moi et moi-même. Donc je n'y arrive pas, j'écris des choses artificielles, donc j'ai besoin d'écrire au crayon. Et c'est très raturé, c'est réécrit, sur-réécrit. Le premier jet du début est souvent assez limpide. Alors après, il y a des réécritures et des réécritures et beaucoup de réécritures. Et comment vous savez que c'est bon? Quand je relis tout et que à la fin, je ressens une émotion, par exemple. Si sur moi, ça fonctionne, si je le... Et puis aussi, en le laissant beaucoup reposer. C'est-à-dire qu'il faut souvent des mois, et au bout de des mois, je ressors l'histoire, je la relis, et puis je la fais lire à des lecteurs critiques, par exemple. Monsieur Lartigue, qui est très critique. Donc c'est pour ça que vous avez fait le choix de la nouvelle? Alors, je pense que ça rejoint la question de tout à l'heure sur le côté scientifique. J'ai besoin de quelque chose de très cohérent. Les thèmes abordés dans vos nouvelles sont différents thèmes, et à la fois, il y a des choses qui reviennent tout le temps. Souvent, pas tout le temps, souvent. L'absence revient. Vous nous expliquerez peut-être pourquoi. On rencontre le don de soi dans la nouvelle qui s'appelle Ma crête iliaque, la maternité dans celle d'Amour et d'eau fraîche. Vous évoquez aussi d'une très belle manière le deuil, à la fois le deuil du frère dans le passage ou le deuil du grand-père dans Le bleu dans l'ombre. On reviendra sur cette nouvelle particulièrement. L'image du corps est très présente aussi. L'amour, la différence dans La ligne de trop. Vous parlez de l'exclusion sur une très très belle nouvelle qui s'appelle L'invasion. Et vous parlez aussi du harcèlement au travail dans la nouvelle que nous allons lire, et à l'école aussi. Quelle est, dans ce travail, quelle est votre part d'inspiration? Qu'y a-t-il de vous dans toutes ces histoires? Alors ma question est très vague. La part de la fiction, la part de l'autobiographie peut-être, ou pas du tout? Vous avez 30 minutes. Alors c'est sûr qu'il y a des éléments autobiographiques, mais qui sont une partie seulement du matériau. C'est quoi? C'est le retour des livres. Je sens qu'en écrivant avec un stylo, moins avec l'ordinateur, il y a vraiment quelque chose de la personne qui se met dans le fait d'écrire et qui est transformée par l'acte d'écriture. Mais je ne sais pas trop bien comment répondre à la question sinon. Parce que la part d'autobiographie, c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est sûr que c'est pas de l'autobiographie, c'est vraiment de la fiction. Et en plus, quand on travaille à partir de certains souvenirs, en écrivant, on transforme ces souvenirs. C'est-à-dire qu'on met une telle implication dans l'écriture qu'après, le souvenir qu'on a d'un événement est vraiment transformé. Ça devient quelque chose de nouveau. Et alors je pense en particulier à un écrivain dont je parle souvent, qui est en exergue du livre et qui s'appelle Imre Kertész, qui est un Hongrois qui a eu le prix Nobel de littérature en 2002. Il était donc juif et il s'est retrouvé en camp de concentration à 14 ans ou 15 ans. Il en est sorti un an plus tard et bon, évidemment ça a transformé sa vie et il est devenu écrivain. Et lui, il a écrit un livre qui s'appelle Être sans destin, que j'ai là. Voilà. Qui est pas marrant du tout, je vous préviens. Et donc disons que c'est une fiction, mais c'est à partir de son expérience concentrationnaire d'adolescent. Et lui, il a dit aussi qu'une fois qu'il a réussi à écrire ce livre, qu'il a mis 13 ans à écrire, une partie de ses souvenirs sont devenus le livre. C'est-à-dire qu'il ne retrouvait plus les souvenirs initiaux, qui pourtant ont dû être particulièrement marquants. Mais il a tellement transformé, il a tellement travaillé pour arriver à quelque chose d'autre, que finalement, c'est devenu un petit peu sa propre vie. Donc voilà, moi je serais un peu dans cette lignée-là. C'est pas que j'utilise pas des matériaux de ma vie, mais ça me paraît pas intéressant de revenir précisément sur tel ou tel fait autobiographique pour expliquer quoi que ce soit des nouvelles. Oui, en plus. Vos nouvelles sont très attachantes. Vous réussissez en quelques lignes à capter votre auditoire, capter votre lecteur. Et vos nouvelles, bien qu'elles soient différentes, sont très attachantes, très profondes.
il me tient vraiment de parler un petit peu de la nouvelle qui s'appelle Le bleu dans l'ombre. Alors, cette nouvelle a pour thématique le deuil. Le deuil du grand-père. La petite fille, Elsa, est obligée de suivre son père pour aller enterrer son grand-père, qu'elle ne voit pas souvent. Et ce qui est intéressant dans votre nouvelle, c'est la place des individus. Pour autant, la mère est là sans être là. La mère est investie d'une cause noble, mais pour autant, elle ne pense pas que l'enterrement de son beau-père soit plus noble que sa cause. Vous avez un chien qui est là sur la banquette arrière et qui a plus de place que la femme. Et vous avez cette jeune fille qui se pose des questions à savoir si son grand-père pensait à elle au moment où il est décédé. Alors, c'est une nouvelle qui est très belle. Comment ça vient, ça? D'où ça vient? Sur celle-là en particulier, Elle est très forte, hein, celle-là. oui, c'est pareil, j'aurais du mal à dire parce que les influences sont multiples. Je voulais traiter la question du deuil chez une adolescente qui est confrontée pour la première fois et qui finalement, oui, l'affronte un petit peu toute seule. Et mon idée, c'était ça. Parce que, alors, sûrement, c'est un peu l'idée du tabou de la mort qui est pas très, enfin, voilà, qui est très présent dans notre société et qui fait que on sait que des gens meurent, mais après en parler, accompagner les enfants dans ça, mais les accompagner vraiment par rapport à ça, ou même n'importe qui, c'est très difficile, c'est très délicat. Alors, ce qui est délicat, ce qui est dérangeant aussi, c'est que cet enfant appelle sa mère pour lui dire qu'elle a vu son papy dans le cercueil, et on sent qu'elle a besoin d'en parler, et sa mère, ce qu'elle trouve uniquement à lui dire, c'est « on a réussi à sensibiliser encore X femmes par rapport au cancer du sein ». Donc c'est une cause noble, effectivement, mais sa mère, oui, elle n'est pas sympa du tout, cette maman. Et cette maman est absente et elle s'en fiche complètement elle se fiche complètement du ressenti de sa fille. Il y en a une qui fait un petit peu office d'ovni, enfin pour moi, tout du moins, tel que je l'ai ressenti. C'est la nouvelle qui s'appelle Le Bouc. Alors, pouvez-vous un petit peu nous expliquer cette nouvelle qui est, alors, pour le coup, très abstraite par rapport aux autres, mais pas dans la peinture, parce que pas de peinture abstraite pour le coup, très onirique, et qui ressemble pas du tout à toutes les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur quel travail il a été fait sur cette nouvelle-là, du Bouc? Oui, c'est vrai que sur celle-là, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus intérieur. C'est l'histoire d'un espèce d'ermite qui part dans le désert. Il y a deux influences au moins, c'est Robinson, l'histoire de Robinson. Ça rejoint aussi étrangement l'histoire de Cartès, parce que un thème qui m'attire, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a très peu de ressources. Alors, quand on est dans un camp de concentration, quand on est sur une île tout seul et qu'on n'a presque rien à sa disposition, comment on arrive à se faire une vie, en fait. Donc ça, donc du coup, j'ai pas non plus cherché de ressources à l'extérieur, puisque pour moi, il fallait chercher à l'intérieur. Donc ça rejoignait le thème de la nouvelle. Et la deuxième influence, c'est La Tentation de Saint-Antoine, de Gustave Flaubert, qui est aussi l'histoire d'un ermite qui part dans le désert et qui est soumis à tout un tas de tentations. Bon, c'est très très lointain comme influence, mais... Voilà. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'ancrage social par rapport aux autres. C'est vraiment quelque chose que j'ai cherché en moi pour amener le récit. Et du coup, elle est très très différente des autres. Donc, pour finir, Juliette, est-ce que vous voulez bien vous prêter un petit jeu? Oui. Alors on y va. Alors si vous deviez conseiller un polar maintenant. Alors polar, oui, comme ça. Voilà. Le complot mongol de Rafael Bernal, c'est un auteur mexicain. Le livre a été écrit en 1969 et c'est un roman noir culte de la littérature mexicaine. La préface est de Paco Ignacio Taibo II. C'est une histoire d'espionnage et où il y a un personnage de détective complètement blasé et très très drôle sur fond de mondialisation de la corruption. Voilà. Ça me plaît beaucoup.
Alors, si vous deviez conseiller un morceau de musique, ce serait quoi? Parce que la musique n'est pas très présente dans votre écriture. L'art, la couleur, la peinture, oui, mais pas Oui, oui. Il y a l'histoire sur Piaf quand même. Il y a l'invasion, c'est l'histoire d'une petite chanteuse. Mais c'est pas. Non, c'est plus l'exclusion qui m'a marqué dans celle-là, plus que la musique. Oui, je prendrais La quête de Jacques Brel pour atteindre l'inaccessible étoile. Si vous deviez conseiller un film maintenant, ce serait quoi? Alors, ça serait Fellini Roma, à cause, entre autres, du défilé ecclésiastique, parce qu'on voilà, pour le coup, sur l'histoire de l'ironie et de la satire et du fait de pouvoir tourner les religions en dérision, sans compter que c'est complètement onirique. Enfin, moi, la scène du défilé ecclésiastique où il y a un défilé en fait, et on a par exemple des prêtres qui passent avec des patins à roulettes, ils ont des tenues de plus en plus délirantes, alors il y a des sœurs avec des cornettes énormes, et petit à petit ça devient de plus en plus inquiétant. Et à un moment donné, c'est carrément un squelette qui passe sur un chariot. Voilà, c'est une des scènes de cinéma qui m'ont le plus marqué, je crois. Les dernières qu'il a faites, qui sont donc des caricaturistes de Charlie Hebdo. Et à l'étage, il y a une quinzaine d'écrivains. Donc, après la soirée, vous pourrez aller les voir et regarder. Qui regarde qui?